Allez, on est parti. Bien écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Merci Michel de m'avoir invité et Pierre aussi pour cette nouvelle année de réflexion et sur une thématique qui n'est pas facile, hein, la transgression. Et surtout, je suis ravie d'être avec vous, mais en même temps, je suis terrorisée, vous en doutez, parce que comme les enjeux sont difficiles, on m'a dit que j'avais été bien l'année dernière. Il ne faut pas que je loupe cette année ma deuxième prestation, car je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi, si vous allez transgresser ou pas avant la fin du colloque. Je risque peut-être, vous savez, comme le barde dans Astérix, de me retrouver ligoté et accroché à un arbre. Donc, ayant très très peur de vos réactions, il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire. D'autant plus que ce matin, vous vous doutez bien que je vais aborder donc cette question d'une transgression au sens plutôt négatif du terme. Négatif, mais sans trop, parce que on sait très bien qu'il y a toujours une nuance à apporter et que les lignes entre le bien et le mal ou le blanc, le noir ne sont pas toujours si strictes ou si nettement marquées et qu'il faudra en quelque sorte les recomposer à chaque fois que j'apporterai une réflexion. Alors, c'est vrai que la transgression, il y a plusieurs degrés de compréhension du terme et j'ai presque envie de vous dire aussi, il y a plusieurs degrés d'échelle de gravité dans la transgression. Pierre qui a commencé avec des exemples qui étaient très variés, mais qui en même temps en disent long sur nos capacités à déroger à la règle, me montre aussi l'aspect pertinent de la question. Le sujet est très bien choisi finalement. C'est le moment où la fiche tombe, c'est ça? Oui, oui, oui. J'ai dans ma manche des effets spéciaux. Et donc, on sait aussi... Voilà. Voilà. Et donc, comme je le disais, c'est vrai que le fait de se trouver face à une situation qui nous met un peu en péril ou en danger peut aussi, à un moment donné, nous montrer que nous aimons faire l'épreuve de la subjectivité. Nous aimons nous construire, et pas toujours par rapport aux règles les plus évidentes. Nous aimons aussi nous construire par rapport à une capacité particulière que nous pouvons avoir. C'est pour soigner les obsessionnels. Oui. De nous confronter à des réalités difficiles. Alors la transgression, on va parler d'une petite étymologie, hein, ça vient de transgressio, et vous savez que ça vient de transgredi, qui veut dire passer de l'autre côté. Donc vous voyez, au départ, il n'est pas question de connotation éthique, morale, c'est juste passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté de quoi? Il est évident que si on pose une barrière, on peut passer de l'autre côté. Et rappelez-vous, puisqu'on est à Montpellier, il faut faire des liens, lorsqu'on a commencé à rendre pour la première fois la justice, si on nous appelle à la barre, c'est que sous l'arbre de Saint-Louis, le chêne, il y avait une barrière et on invitait celui qui devait rendre des comptes à se mettre à la barrière ou à la barre, et c'est là qu'on allait justement l'interroger. Vous voyez, c'est intéressant, le rapport entre le bois, l'arbre, le fait qu'il y ait une mise en scène symbolique de la justice avec l'idée justement de cette barrière et de cette limite et de l'idée du passage de l'autre côté. C'est-à-dire la ligne qui nous permet de savoir où l'on va poser le licite de l'illicite. Ce que je peux faire, ce que j'ai le droit de faire et ce que je ne peux par conséquent pas faire. Ensuite, il y a l'idée de traversée. La traversée, ça peut renvoyer à quelques parcours initiatiques. Donc il y a une sorte de cheminement. Mais traverser, n'oublions pas, je dis la traversée, mais c'est aussi traverser en tant que verbe. C'est un acte. Il s'agit donc pour le sujet de réaliser son acte en sachant qu'il le réalise. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une pleine conscientisation de l'acte en lui-même. Ça, il faut quand même le préciser. Ensuite, il y a une idée sympathique, enfin en tout cas pour la philosophe que je suis, c'est celle de dépasser les limites. Et c'est vrai qu'en philosophie, en tout cas, je m'excuse pour ceux que je vais heurter, il faut dépasser les limites. Sinon, je ne sais pas penser autrement que comme mon maître. Donc il faut que je le contredise. Il faut que je contrevienne à ses idéaux. Il faut qu'à un moment donné, je le tue. Alors, j'espère que mon professeur de philosophie ne m'entendra pas, parce qu'il va se demander ce que je veux lui faire. Mais il faut quand même que je tue ses premières idées pour pouvoir en fait affirmer les miennes. Et vous savez que dans l'art, puisqu'on va faire ce lien avec l'art qui renvoie à une mise en œuvre de la main, la techné, la technique en grec, c'est l'art à l'origine. Susciter l'idée d'une manière, il faut apprendre à copier le maître, et ensuite il faut trouver sa manière propre, c'est-à-dire le moment particulier où vous allez vous détacher de votre maître pour exister par vous-même. Donc on est dans l'idée d'un dépassement, d'une traversée, d'une passée de l'autre côté. Ça semble assez héroïque. Et en même temps,
il y a la notion d'infraction. Il faut enfreindre. Sinon, on est dans la lignée, on est dans le droit fil. Et quelque part, eh bien, l'acte ne se manifeste pas comme étant celui qui est rendu visible. J'ai presque envie de dire que parfois, c'est parce que je transgresse que mon acte est rendu visible. Et qu'il est utile, d'un point de vue politique notamment, il y a eu quelques débats hier soir, c'est pour ça que je me permets, il est utile parfois de transgresser en matière de politique pour pouvoir faire avancer une idée. Attention, transgresser n'est pas forcément corrompre. Donc, associé à l'infraction, on comprend bien qu'il va falloir passer outre. Et pas outre n'importe quoi, outre la loi. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit, mais de quelle loi s'agit-il? Vous savez qu'il existe deux aspects de penser la loi. Soit on la pense par le sol, et on est sur un droit coutumier, et à ce moment-là, vous savez que la coutume est aléatoire. On peut parler de Montesquieu, qui précisait bien qu'il y avait des vérités en deçà et au-delà des Pyrénées, ce qui sous-entend que ce qui se pratique dans un autre pays, avec d'autres us et d'autres coutumes, qui ne font pas partie, si vous voulez, de mes activités ou de ma culture personnelle, ne sont pas pour autant condamnables parce qu'ils diffèrent de moi. Pour autant, certaines pratiques peuvent me sembler barbares. Quand je dis barbare, attention, je prends le terme grec antique, ce qui m'est étranger. Ce qui m'est étranger est à distance de moi, je ne le comprends pas, je ne l'intègre pas, ne le comprenant pas, ne l'intégrant pas, pour moi, je le sanctionne ou le condamne. Mais ma condamnation ne vient que de ma pensée immédiate, du lieu à partir duquel je porte un regard sur ce qui n'est pas moi. Donc il y a toujours un topologos, ça c'est un concept que j'ai inventé, topo, le lieu, logos, une pensée. Vous pensez toujours à partir d'un lieu. Et ce lieu peut être un lieu géographique. Aujourd'hui, nous pensons à partir de Montpellier. Mais ce lieu peut être aussi le lieu de votre éducation, le milieu social à partir duquel vous devez penser les choses, etc., etc. C'est-à-dire que les êtres que nous sommes sont déjà des êtres construits. Nous ne sommes pas des êtres de hasard. Il y a peut-être de l'inné, mais il y a beaucoup d'acquis. Nous sommes des êtres façonnés. Et c'est ces êtres façonnés qui en rencontrent d'autres et qui portent un regard sur leurs us et coutumes, parce que la loi de l'us et coutume est une loi qui vient du sol. C'est une loi qui vient de la tradition. C'est une loi qui vient d'en bas. Or, la transgression condamnable, j'ai envie de vous dire, c'est celle qui est liée à une autre infraction, celle qui viendrait à contrevenir à la loi lorsqu'elle vient d'en haut. Et là, nous sommes sur l'aspect normatif de la loi. La loi vient normer notre façon de vivre. Alors, c'est très difficile, si vous voulez, d'aborder la question de la norme. Vous vous en doutez, parce que, surtout dans vos professions, on pense de suite à ce qui est normal qu'on opposerait à ce qui est anormal. Or, d'un point de vue politique, ce n'est pas la question qui se pose. D'un point de vue politique, la police, la cité, doit être régentée, organisée de telle manière que chacun puisse y vivre sans avoir, normalement, à craindre la... C'est le décor qui s'effondre. Ça fait souvent ça quand je parle. C'est parce que comme chaque année, il faut que vous interveniez dans le film. Donc, je disais donc que dans la loi, lorsque l'aspect vient de l'aspect normatif de la loi, la norme, ce n'est pas ce qui est normal ou anormal, c'est tout simplement ce qui relève de ce qui, pour que nous puissions vivre ensemble et développer cet être collectif dans lequel chacun peut s'épanouir, il faut poser des règles du jeu. Si je peux m'en prendre à ta vie, si je peux faire de toi ce que je veux, si je suis comme dans l'état de nature, nous disait Hobbes, oui, dans une égalité de volonté et de désir qui font qu'à un moment donné, je peux m'en prendre à ta vie et même l'anéantir uniquement pour mon bon plaisir, eh bien, il est bien évident que la vie en collectivité, ça ne fonctionne plus. Donc il faut faire une grande différence entre l'infraction à la loi qui renvoie à l'idée d'être puni, parce que justement on tombe sous le joug de la condamnation, et l'infraction à la loi, on va dire, normée par une tradition,
qui fait qu'on va violer un interdit, ce qui n'est plus la même chose, et la violation de l'interdit est toujours relatif au lieu et à l'instant à partir duquel on le pense, et ce pourquoi on le pense. Et c'est pour ça que bien souvent, dans les traditions ou dans les sociétés qui vivent sur un socle, qui est un socle de tradition essentielle pour eux, eh bien, il est difficile de changer la norme qui vient d'en bas. D'ailleurs, on se tourne vers l'ancien, on se tourne vers le sage, mais si vous lisez les tout premiers à avoir pensé, je pense à Weber notamment, qui vous parle de cet état premier dans lequel il n'y avait pas encore la mise en œuvre du pouvoir politique. Il dit dans les sociétés non étatiques, et quelque part la famille est non étatique, eh bien dans les sociétés non étatiques, il y a des liens toujours possibles entre les individus qui se créent selon le bon sens, parce qu'il y a toujours dans une famille, comme dans le clan et dans le village, le médiateur. Le médiateur, c'est celui qui écoute, ça rejoint vos fonctions, et qui en même temps écoute, mais ne dit rien. Et c'est au terme des discussions avec les uns et les autres qu'il comprend par une sorte d'intelligence presque magique, ou en tout cas sacrée pour les siens, quels sont ceux qu'il doit mettre en relation pour qu'au moment où ils parlent ensemble, le conflit puisse se désamorcer. Il faut donc savoir mettre en relation les instances secourables et qui viendront à ce moment-là mettre un terme à l'interdit ou à l'infraction ou à ce qui peut mettre un peu la zizanie dans le code social qui était instauré de manière traditionnelle. Vous voyez, vous me suivez, hein? Donc, on est là dans une période de la transition où, vous voyez, il fallait dépasser des limites, aller peut-être à la frontière des codes, ce qui veut dire aussi qu'il faut savoir jouer avec l'illimité. Nous, on adore ça en philosophie, hein. Jouer avec l'illimité. Un concept en grec, je vous donne un peu des mots sympas, apeiron en grec, A-P-E-I-R-O-N. L'apeiron en grec, c'est l'ineffable, l'indéfinissable, l'illimité. Donc, quand on pousse les limites ou les frontières des choses jusqu'à ce qu'on appelle la traversée de l'autre côté et qu'on atteint de l'illimité, eh bien ça veut dire qu'il y a des choses qui seront de l'ordre du non formulable. Pour la bonne raison que la loi ne passe pas les frontières du limité. Et quand on parle d'un État, ben, les frontières de l'État. Ma loi ici n'est peut-être pas la loi du pays d'à côté. Vous voyez, et tout ça, c'est extrêmement important. Donc on a compris qu'il y a une valeur relative à l'infraction, ce qui amènera l'idée peut-être de la sanction, si sanction il doit y avoir. Est-ce qu'on peut s'interroger sur la question d'une transgression qui nous amènerait à penser une régression? Voilà. Est-ce que transgresser, c'est régresser? Alors, on pourrait se dire dans un premier temps, oui, effectivement. Si une règle est bafouée, quelque part, on n'a pas appliqué, en fin de compte, les principes qui étaient mis en œuvre. Ça veut dire qu'on peut risquer une punition. Mais attention, la sanction ou punition peuvent très bien être aussi d'un autre ordre. L'exemple qui a été pris tout à l'heure, l'idée d'entrer, je ne sais pas moi, dans un enclos où un animal est un peu sauvage, on va dire en tout cas non domestiqué, pourrait vous agresser, c'est une façon de se dire que la sanction ne viendra pas par un homme de loi ou par quelqu'un qui va dire c'est pas bien, mais viendra immédiatement par un coup de sabot ou par un coup de corne s'il s'agit d'un taureau. En bref, tout ça pour vous dire que la règle bafouée, c'est une chose, le problème de la limite de mes capacités et qui fait que quelque part j'ai besoin de me mettre à l'épreuve, c'est autre chose. Or, ces deux possibilités, je vais les relier pour que vous compreniez que ce qui est dangereux, c'est de vouloir jouer avec les règles, les lois, et en même temps avec ses capacités à tout surmonter, et finalement faire de la transgression quelque chose qui est un mode de fonctionnement, et un mode de fonctionnement dangereux pour soi et pour autrui. Avant ça, j'aimerais vous parler, puisque vous avez invité une philosophe, je me dis, c'est bien aussi que je vous amène un peu sur mon terrain. Non pas que je veuille vous embarrasser avec de la philosophie, mais je crois que la réflexion de la philosophe peut aider, en quelque sorte, la réflexion qui est la vôtre dans vos domaines et vos champs respectifs. Pour le philosophe, quel est le souci primordial? Vous l'avez compris, vous m'avez vu, vous avez tout compris, la sagesse. Je suis sage, et vous n'en doutez pas. Ensuite, bien entendu, si je ne suis pas complètement sage, j'ai l'amour de la sagesse, donc je tends vers elle.
bien sûr. Dans cette sagesse, il y a une sapienza qui fait que toutes les choses que je peux connaître, je les applique à ma propre vie, de telle manière et de telle sorte que j'ai aussi un art de vivre et j'ai une manière de vivre qui fait que je me mets en adéquation avec les règles de la philosophie. Donc, bien évidemment, je ne transgresse pas à la philosophie. Une des règles, bien entendu, qui est essentielle à la philosophie, vous l'avez compris, c'est le souci de vérité. Un philosophe cherche la vérité. Donc aujourd'hui, si on dit qu'il ne fait pas très beau, vous regardez par la fenêtre, vous dites c'est vrai. Or, la vérité qui vous intéresse, et moi aussi, ce n'est pas cette veritas au sens premier du vrai, parce que c'est conforme à la réalité, mais aletheia en grec, qui vient du mot dévoiler. Aletheia. L'aletheia, c'est un terme qui renvoie à du privatif. Et si vous avez un peu lu Platon, vous savez que l'été, c'est le fleuve de l'oubli. Quand nous vivons selon Platon, nous vivons selon des us et coutumes. Nous vivons dans un monde qui fait que nous sommes en permanence à l'épreuve. Dans ce monde qui nous met à l'épreuve et qui nous tente finalement, eh bien nous devons essayer de vivre conformément au bien. Sinon, eh bien, nous vivons en fonction de nos passions, nos instincts, nos désirs, enfin bref, toutes ces choses que les philosophes normalement ne font pas. Donc, vous vivez de manière passionnée, vous mourrez, votre âme s'élève vers le ciel, et là, elle prend la direction d'un attelage avec un cheval noir et un cheval blanc. Le cheval blanc, vous l'avez compris, c'est la sagesse, et le cheval noir représente toutes vos pulsions. Imaginez que vous ayez vécu toute votre vie passionnément. Le tonneau des Danaïdes, c'est vos désirs. Donc, en permanence, vous avez sollicité tout ce qui n'était pas philosophique. Le cheval blanc est tout maigre, le cheval noir est imposant. Là, les dieux vous attendent. Ah, vous êtes mort, venez, on va vous faire visiter l'Empyrée. Donc, on vous fait visiter le monde des idées. Et au cours de ce voyage, vous rencontrez les valeurs. Le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le souverain bien. Le souverain bien, c'est le soleil. Et quand vous arrivez près du soleil, votre âme brûle ses ailes, puisqu'on parle du mythe de l'âme ailée. Je ne fais pas la liaison, sinon c'est la mêlée au rugby. L'âme ailée. Et l'âme, à ce moment-là, se sèche d'un coup, passe par le fleuve de l'oubli, l'été, aletheia, l'été, et reste pendue là-haut 1001 ans, avant de retomber, de se réincarner et de recommencer son processus. Vous l'avez compris, pour la philosophe, moi, quand je mourrai, mon âme va s'élever. Bien entendu, mon cheval blanc, vu ma sagesse, sera opulent. Mon cheval noir, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi j'aurai encore un cheval noir. Mais bon, j'aurai un petit fifrelin de cheval noir. Je contemplerai toutes les valeurs qui auront été les miennes. J'en imprimerai tout ça dans mon âme, qui se brûlera les ailes à un doux soleil. Et là aussi, je resterai 1001 ans. La différence, c'est que comme je n'aurais pas bataillé avec mon cheval, puisqu'il est bien dressé, c'est le cheval blanc, j'aurais eu le temps de bien contempler toutes les valeurs. Et comme je les aurais contemplées longtemps, eh bien au moment où je vais oublier, il restera toujours dans mon âme quelque chose de latent de ces choses, en fin de compte, qui sont les vertus, qui sont les archétypes, qui sont les valeurs qui sont les nôtres. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au moment où je vais retomber, puisque j'ai oublié une partie de ce que je suis, je passerai ma vie à essayer de me ressouvenir. Donc, dans le travail de transgression, il y a un lien que vous pouvez peut-être établir avec le respect de la règle bafouée et surtout le souci de la vérité. Il faut chercher où est la vérité. Et puis, ce qui nous interpelle, c'est qu'avant qu'il y ait de la philosophie, et j'ai cité Platon volontairement, il y a eu du mythe. On est passé du mythos au logos. Le logos, c'est le discours rationnel. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans tous les mythes, vous voyez une transgression. Et ça, c'est fascinant. Enfin, en tout cas pour la philosophe. Prenez Icare. Ce brave Icare, il est bien gentil, il veut se prendre pour un oiseau. On a dit, pas forcément, il ne faut pas, tu n'as pas d'aile. Si, je vais y arriver. Il fabrique l'instrument, il peut voler. Mais ce n'est pas le fait de transgresser les règles ou les lois de la cité qui pose problème. Ça, c'est pas grave. Ce qui pose problème, c'est quand il va vouloir défier le soleil. Et là, bien entendu, eh bien, j'en reviens aux ailes, il se brûle et il tombe. Ce qui veut dire que dans le mythe, il y a une fonction sociale, puisque le mythe
pose les cadres de la vérité qui est la nôtre dans l'ici et le maintenant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, topologos. On est dans la coutume. Le mythe pose la coutume des cadres sociaux, nous met tout le temps dans l'idée du défi, un défi qui nous amène à transgresser les règles pour nous construire ou nous perdre. Dans ce mythe, on a bien compris, comme dans le mythe de la mêlée, qu'il y a une part d'imaginaire et d'imagination. On ne construit pas sur du solide, on construit à vide sur une image qui va susciter comme un archétype, Carl Jung, rappelez-vous, chez vous quelque chose qui renverra à un inconscient collectif auquel vous pouvez participer, et moi aussi, et qui fera qu'à un moment donné, dans l'explication, dans le discours du mythe, il y aura des choses qui vous parleront. Quelle que soit l'époque à laquelle vous appartenez, quelle que soit la civilisation à laquelle vous appartenez. Et d'autant plus pour les Grecs à l'époque, où ça a dû être vraiment ce qui était fondateur pour eux. Aujourd'hui, on a les super-héros. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ils veulent être transparents, hein. Ils veulent avoir des super-pouvoirs, ils veulent avoir l'esprit de la conquête, ils veulent voler, Superman, hormis qu'ils ne sont pas habillés pareil. Je trouve que les Grecs étaient plus séduisants que certains héros d'aujourd'hui, avec leur espèce de moule machin qui n'est pas beau du tout, avec des couleurs plus ou moins transgressives. Donc, on est dans l'idée que Icare se brûle les ailes. Non seulement il se brûle les ailes, mais il se brûle les ailes au feu de la représentation, parce qu'il faut se représenter. Et à ce moment-là, il pose le problème du faux. Le mythe contient en lui une part de mensonge. D'où la letheia. Il faut dévoiler petit à petit la vérité. Et il faut la chercher en reconstruisant les motivations. Si vous construisez les motivations et que vous voyez qu'il s'agit tout simplement d'une construction du moi qui a mal tourné, la transgression, finalement, elle n'aura valu que pour celui qui en aura souffert. Par contre, si la transgression porte en elle une intention, donc là je passe à un autre degré, vous allez vous en rendre compte, qui pose le problème du mal. Je transgresse pour faire mal à quelqu'un. Là, on entre dans un tout autre domaine. À nous d'être suffisamment vigilants pour dire est-ce que nous sommes simplement dans l'acte transgressif qui nous construit ou est-ce qu'il y a derrière tout cela la mauvaise intention. Alors ça pose le problème du mal. Et on va s'interroger, est-ce que le mal est à l'origine de la transgression ou est-ce que c'est la transgression qui va être à l'origine d'un mal? Celui qui viole sa petite sœur, entre guillemets, on est bien d'accord qu'il fait souffrir sa petite sœur. Quelle était l'intention derrière son acte? Alors moi, bien entendu, je ne me permettrai pas de répondre à ça, mais je pose la question. Ça veut dire, est-ce qu'il y avait déjà dans l'esprit quelque chose de tordu, de pervers? Est-ce qu'il y avait quelque chose de mal? Ou est-ce que le mal, c'est le résultat d'une action dans laquelle l'individu n'avait pas mis finalement la totalité de ce que moi, juge extérieur, je vais mettre? Ça pose le problème, si vous voulez, de l'éthique de la relation. Ça pose aussi le problème de l'éducation. Ça pose aussi le problème de ce qu'on disait tout à l'heure de la coutume. Parce qu'il y a des lieux où c'est condamné et d'autres où ça ne l'est pas. Il y a un problème de l'interdiction. Le problème de l'interdiction, tout simplement, on a envie de dire, et on est tous un peu pareils, hein, il suffit que cela soit défendu pour que j'ai envie de le faire quand même. Vous savez, c'est un peu ce côté, je fais ce que je veux, comme j'en ai envie, je ne crains rien. Et on a vu, vous savez, malheureusement, il y a quelques années, l'accident qui a fait que, eh bien, on ne devait pas aller sur la piste noire, on passe par-dessus la corde, et puis quelques mètres plus loin, malheureusement, c'est le drame, et il y a des morts. Donc, vous voyez, là, on a bien passé la limite, on est bien passé de l'autre côté de la barrière, on a bien transgressé une règle, on a pensé qu'on savait mieux que ceux qui avaient mis en place un système de sécurité, etc., etc. Qu'est-ce que ça sous-entend? Moi, je ne suis pas là pour juger, juste pour penser. Ça sous-entend que parce que c'est défendu, ça suscite le désir, ça suscite la curiosité, ça me donne envie de transgresser parce que c'est interdit. Pourquoi? Philosophiquement parlant, je vois deux raisons. La première, d'abord parce que ce qui est interdit donne, selon moi, à l'objet qui est interdit, un statut différent. Je me dis, après tout, si ça m'est interdit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, cet objet, ou qu'est-ce que cette chose qui, d'un coup, aurait un sens particulier au point qu'on me dise à moi, c'est pas pour toi. Donc là, je suis dans un statut spécial à l'égard de quelque chose
que l'on ne veut pas me donner ou que l'on ne m'accorde pas. Et là, je me dis, ça y est, je perds un peu de ma subjectivité. Et l'objet, par contre, lui, gagne en spécificité. Il peut même être sacralisé. La boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Transgression, on l'ouvre quand même. Ensuite, il y a un deuxième point qui me semble important. C'est parce que l'interdit pose, à mon sens, pour celui qui transgresse, sa capacité à défier et à poser sa puissance, y compris une puissance contre le législateur. Ah, tu m'as dit que je n'ai pas le droit. Eh bien, moi, je le fais. Et il y a un philosophe qui est très bon pour ça, c'est Machiavel. Machiavel construit une philosophie du politique exclusivement sur l'interdiction. Alors, il est malin, Machiavel. Il brouille les pistes, en plus. Ça peut vous aider. Je vous invite à lire Le Prince. C'est pas très difficile à lire. Par contre, ça révèle beaucoup de choses. D'ailleurs, ça vous permettra de faire une petite analyse des profils de nos futurs candidats à la présidence. Et pour certains, ça donne envie de leur envoyer le bouquin. Bon. Ce qu'il faut s'imaginer dans ce rapport de Machiavel. Machiavel nous dit quelque chose de fascinant. Il nous dit, voilà, quand on veut être prince, c'est-à-dire quand on veut gouverner, il faut arrêter d'être dans la spéculation. Rêver d'une république où tous les hommes seront heureux, épanouis, équilibrés, c'est bien gentil, mais ça ne nous avancera pas à grand-chose, parce que ça ne sera pas possible. Donc il dit, il faut que celui qui prenne le pouvoir, déjà, il faut qu'il le prenne comme une conquête. Donc vous voyez déjà, ça veut dire qu'on s'impose par une transgression. La première transgression, prendre le pouvoir, qui était déjà à quelqu'un. Deuxième transgression, il dit, on appellera ça la vertu, avec un accent sur le « i ». Donc, on ne fait pas de ça une vertu, vous voyez, on joue sur le mot, c'est une vertu. Donc, ça veut dire que vous êtes rentré en capacité de vous mettre en confrontation avec autrui. Non seulement vous prenez le pouvoir parce que vous avez un esprit de conquête, mais après vous devez le conserver. Et là, mais c'est extraordinaire ce que nous dit Machiavel. Alors il nous dit, et là ça va vous en dire long sur la politique, et je m'excuse parce qu'on rentre dans une période un peu particulière, il y aura des ressemblances avec quelques personnages non fictifs, excusez-moi, mais c'est une réalité, il faut quand même que je vous le dise. Bon, il dit que le prince ne doit pas prendre le renom d'un de ses défauts ou d'une de ses qualités. Ce qui veut dire que on ne peut pas attribuer un qualificatif à un président, par exemple. Donc, si on dit qu'il est trop mou, ou qu'il est trop agité, dans tous les cas, vous voyez, j'ai tapé dans les deux cas, à l'histoire. Dans les deux cas, c'est le profil du mauvais renom qui l'emporte. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui veut avoir la puissance de l'État et ne pas voir s'émietter sa puissance parce qu'il l'a conquise, il faut qu'il ne puisse pas répondre à un de ces mauvais renoms. Donc il nous donne une énumération de qualités et de défauts que le prince doit avoir, en disant il doit être affable, pusillanime, paillard, bourgeois, enfin bref, tout un ensemble de choses, cruel, voilà. Lion et renard à la fois, surtout. Vous voyez, lion et renard, c'est-à-dire rusé et cruel s'il le faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut ourdir un complot contre lui. Donc, à tout moment, d'autres vont vouloir transgresser vis-à-vis du législateur. Pour garder la fonction, il va falloir en quelque sorte faire du nettoyage. Donc, de temps en temps, il va tuer son meilleur conseiller. Il y a des tueries médiatiques en ce moment. Voilà. Donc, on le tue. À l'époque, c'était facile, on présentait la tête sur un plateau. Et là, on disait, bah écoutez, alors, le pauvre type, il ne savait même pas pourquoi il avait été assassiné. Mais pour les autres, on disait, ben dis donc, c'était son meilleur ami, s'il n'a pas lésiné à lui couper la tête, c'est quand, quelque part, il pourra le faire avec d'autres. Donc ceux qui avaient commencé à réfléchir pour renverser le souverain, ils commençaient à se dire, attention, on va peut-être un peu la mettre en veilleuse quelque temps. Ensuite, Machiavel invite le roi en question à ne pas avoir de mauvais renom. C'est-à-dire que si aujourd'hui il est paillard, il va dans des tripots, il boit son verre, il chantonne, bon bref, vous imaginez le personnage. S'il est paillard, on va dire, on a un paillard de roi. Donc il faut qu'il soit paillard quand il faut qu'il le soit, et que le lendemain, s'il va à cheval tranquillement avec le chapeau qui va bien, les plumes, il va manger chez un bourgeois quelconque, il faut que non seulement il ait les manières du gentilhomme, mais surtout il faut qu'il ait les manières du gentilhomme sans en faire trop vis-à-vis de l'épouse de la personne chez qui il va.
de manière à voir et à montrer qu'il a de la politesse, de la courtoisie, de l'élégance. Et donc, le paillard d'hier, aujourd'hui, c'est le bourgeois, c'est l'homme, justement, de qualité. Le surlendemain, les troupes reviennent de la bataille, ils ont tous guerroyé, il faut qu'ils puissent aller avec ces troupes, chanter les chansons militaires, encourager, taper sur l'épaule des généraux, on boit un bon coup, on est content, on a gagné, et ça rebooste le courage, ou en tout cas les motivations des troupes. Donc il doit être tout à la fois. Vous voyez, il doit être tout à la fois. Et en même temps, il ne doit jamais rentrer au château par la même route, pour pas qu'on puisse préparer le traquenard, et il ne doit pas manger toujours la même chose. Parce qu'il est bien évident que s'il aime les petites truffes au chocolat, eh bien c'est là qu'on mettra le poison, parce qu'on sait que tous les jours, il a ses habitudes alimentaires. Donc, vous avez compris comme il est caméléon. Hein. Par contre, lion et renard, ruse et cruauté, pour l'exemple. Et tout le reste du temps, eh bien, il joue avec des traits de tempérament, de manière à qu'on ne puisse pas le connoter par un tempérament particulier, donc pas de faiblesse, pas de faille, et qu'on ne puisse pas non plus lui trouver quelques habitudes qui pourraient à un moment donné se retourner contre lui. Et là, Machiavel dit un truc extraordinaire. S'il parvient à faire ça, s'il arrive à faire la guerre, à refouler les barbares, c'est-à-dire à l'époque c'était les Espagnols et les Français, s'il arrive à virer tout ça de la cité, notamment de Florence, eh bien il sera le prince avec sa renommée. Et là, extraordinaire, vous pouvez noter la citation parce que moi je la trouve sublime. Et le vice paraîtra vertu. Voilà, la transgression, elle est là. Et le vice paraîtra vertu. Ce qui sous-entend qu'à un moment donné, tous les coups sont permis s'ils nous mènent à la victoire. Tous les coups sont permis, du point de vue du politique, hein, j'entends bien, à partir du moment où on est maintenu dans l'efficace de son action. Parce qu'on demande à l'homme politique d'être efficace dans son action et de tenir le pouvoir. De tenir un pouvoir au sein même de son pays, et donc d'être respecté et de faire régner par les arcanes du pouvoir et la justice et la paix sociale. Et deuxièmement, à l'extérieur, dans les relations internationales, d'avoir une telle, renommée que le pays en soi, représenté par son souverain, eh bien, est un pays qui est reconnu et estimé. Vous voyez, on fait de la transgression en politique, qui pourrait être de l'ordre du mal, c'est pour ça que je parlais du mal tout à l'heure, quelque chose qui passe pour quelque chose de bien, parce qu'au final, c'est efficace. Quand on est dans une société un peu laxiste, où on se dit dans l'éducation, oh, c'est pas grave. Parfois, on se dit, il faudrait peut-être entrer un peu dans la puissance de Machiavel. Enfin, vous n'allez pas tuer vos enfants, hein, mais quand même, un peu la puissance de Machiavel, de manière à remettre des normes et des lois pour un peu redresser. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on entre dans l'idée de ce qui est autorisé et pas, et puis surtout pour reprendre une sorte de statut social. Donc on a compris, la deuxième définition de cette transgression, c'est défier le législateur, entrer dans une puissance particulière, et à ce moment-là, on va remarquer qu'on entre dans un circuit particulier. On quitte le domaine du politique et on va entrer dans quoi? Un, il y a de l'interdiction. Comme c'est interdit, l'objet, je le convoite davantage. Ça m'intéresse d'autant plus. 2, surtout s'il est sacralisé l'objet, hein, vous l'avez bien compris. 2, la révolte. Je me révolte à l'égard de celui qui me l'interdit. Donc, en quelque sorte, je veux tuer mon maître ou je veux tuer le législateur. Et ensuite, c'est parce qu'on me l'a interdit que ça, alimente le désir de transgresser. Hein? Le désir, c'est comme quelque chose, comme dirait Leibniz au chapitre 21 des Nouveaux Essais, il dit que c'est comme des ressorts qui tâchent de se débander. C'est-à-dire, c'est comme si on les avait écrasés et qu'ils ont envie de bondir vers quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, s'il y a de l'interdit, donc de la convoitise, s'il y a de la révolte, donc quelque chose qui est bouillonnant, et que vous essayez de maintenir tout ça enfermé dans la boîte, forcément, ça va jaillir de manière beaucoup plus puissante. Donc, ça pose un autre problème. C'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, la révolte, le désir, la capacité de prendre, la capacité de la conquête, la capacité de transgresser et peut-être de commettre le mal, ça pose aussi le problème de la liberté. Parce que ce qui est interdit pose le problème de ma liberté. Est-ce que j'ai le droit de désobéir? Est-ce que ma tentation peut devenir pour moi un pouvoir? Est-ce que je peux en faire un pouvoir maléfique, au profit uniquement de mon ego? Ou est-ce que j'en fais quelque chose qui sera au service d'autrui? Et dans ce cas, on dira que finalement, c'était louable. Quelle est cette liberté qui va être la mienne? Alors là, on va rentrer dans un mythe un peu pernicieux. Alors, je préviens, pour ceux qui croient en Dieu, je ne blasphème pas.
Juste, je prends un exemple, et celui-là, je sais que tout le monde le connaît. Il y a un mythe particulier qui parle de la transgression, c'est le mythe d'Adam et Ève. Voilà. Alors, il est simple, le mythe d'Adam et Ève. Vous avez Adam, Ève, nus dans un jardin d'Éden. La métaphore est magnifique. Mais ils ne se voient pas nus. Bon. Là, vous avez un arbre. Cet arbre est magnifique. Dans cet arbre, on a mis un fruit. Et en plus, on a mis un espèce de serpent qui dit mordez, mordez, vous serez comme des dieux. Alors, vous imaginez l'histoire. Les deux se trouvent face à un serpent qui les tente. On aurait pu se dire, ils auraient pu tuer le serpent, le faire cuire à la broche, et en fin de compte, l'histoire se serait terminée là. Ce n'est pas ce qui se passe. Bien évidemment, vous connaissez tous la version officielle, à savoir que Ève aurait pris le fruit, croqué la pomme défendue, et ça aurait engendré « Oh, nous sommes nus, vite prenons des feuilles de figuier pour nous cacher », et donc à partir de ce moment-là, la nudité aurait, entre guillemets, sauté aux yeux, à défaut de... Bon, bref. Ce qui est interpellant, c'est la deuxième version, qui est la mienne, bien entendu. C'est que Adam n'était pas très courageux. Et Adam s'est dit, le serpent, il n'a pas l'air commode, la brochette, ça sera pour un autre jour. Et ensuite, il se dit, le fruit, je ne sais pas s'il est consommable ou si je vais mourir en le consommant. D'un coup, une idée lumineuse chez Adam, qui d'habitude aurait été feignant, il dit à Ève, toi qui es légère et agile, je te fais la courte échelle, attrape le fruit, croque-le, et tu m'en donneras un petit bout. Vous voyez, le côté généreux, altruiste des hommes, qu'on leur connaît. Bref. Tout ça pour dire que les hommes sont dans la tentation du fruit. Mais là, maintenant c'est sérieux, hein, là, il faut sortir du paradoxe. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, il y avait des règles, des lois, des normes sociales, qui faisait que l'interdit ou la transgression venait en quelque sorte nous dire il faut obéir aux lois. Et il faut en quelque sorte limiter nos libertés pour que l'être collectif puisse se passer comme il faut. Là, il faut renverser maintenant les choses. Le bon Dieu, il est malin. Lorsqu'il nous met dans cette situation-là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il nous tente, bien sûr. Il a l'esprit tordu, lui aussi. Il transgresse ses valeurs. Ben oui, puisque normalement, il crée la créature par pure bonté, par amour pour nous. En même temps, il s'assure de la continuité de la création. Il pêche par orgueil. Hein. Bon, enfin, ça, on ne va pas le dire, parce que là, il faut que je sauve mon âme. Mais il y a autre chose qui se passe, qui est intéressant. C'est qu'à partir de ce moment-là, le bon Dieu met la liberté dans le camp des hommes. Et il dit, je vous mets dans la tentation, et à l'inverse de vous dire, vous devez obéir, et à ce moment-là, par la transgression, vous limitez vos libertés, il vous dit au contraire, c'est parce que je vous ai créé libre que je vous donne la tentation et que c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous voyez comment on a renversé? Là, c'est que je suis pas mal, hein là, bon. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la liberté est rendue aux hommes, et elle est rendue parce qu'à ce moment-là, il va y avoir deux choses qui vont être intéressantes, je pense, pour vous, c'est les conséquences. L'homme devient l'être responsable, ou l'homme devient l'être coupable. Voilà. Alors après, bien entendu, on peut amener le paradis, la récompense et tout ça, mais le but, c'est pas de traiter le religieux, vous l'avez compris. Mais malgré tout, soit je suis responsable parce que j'ai conscience de mes actes et je respecte les lois par conscience, soit je ne suis pas responsable, donc je suis l'irresponsable, et dans ce cas-là, ben, il y a d'autres clauses qui interviennent, qui ne sont plus de l'ordre de la loi d'ailleurs, et qui ne sont même plus de l'ordre de la pensée, soit on fait de vous le coupable, c'est-à-dire qu'on vous désigne comme étant celui qui a dérogé à la loi et qui s'est comporté de manière irresponsable. Ça pose alors le problème de l'obéissance. Voilà. Là, je vous invite à lire le traité sur le bonheur d'Alain qui nous dit à des moments, enfin, quand l'urgence est là, il faut quand même savoir désobéir. Quand l'ordre est absurde. Vous voyez ? Quand l'ordre est absurde, il faut savoir désobéir. Bon, ça, je vous le laisse en suspens. Donc, cette histoire qui nous renvoie, en gros, à du sacré. J'ai encore un peu de temps, hein ? Oui. Cette histoire qui nous renvoie à du sacré est une histoire qui, finalement, pose au cœur de la cité des règles, des lois, des us et coutumes, qui font que pour celui qui est initié à la vie sociale, il y a une sorte de, d'orientation commune
qui fait que le vivre ensemble est rendu possible. Alors que, dès lors que l'on transgresse, la transgression est considérée comme une infraction. Et à partir de ce moment-là, s'il y a infraction, eh bien, elle permet de récupérer la loi de ma liberté. Vous voyez, l'infraction, c'est ce qui met à l'épreuve ma liberté. Et en philosophe, bien évidemment, c'est important. Ça veut dire que la loi imputait ma liberté, c'est-à-dire qu'elle l'a coupée, et qu'à partir du moment où je peux désobéir parce qu'on m'en laisse la possibilité, exemple d'Adam et Ève, eh bien je peux non seulement contrevenir à la loi, mais à ce moment-là, je récupère ma liberté. Qu'est-ce que je choisis? Et là, vous avez l'exemple kantien. Qu'est-ce que vous dit Kant? Il vous dit quelque chose d'assez fabuleux. Il vous dit, si je commets un acte, bien entendu, je suis le juge de mon acte. Moi, j'ai jamais trop compris cette phrase-là, pour tout vous dire, et Kant d'ailleurs, bon, bref. Il dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même. Moi, je trouve ça fabuleux. Voilà. Seulement, il y a des gens qui se maltraitent tout seuls. Alors, s'il faut se maltraiter les autres, on est quand même embarrassé. Mais surtout, celui qui prendrait un malin plaisir à commettre le mal, qui serait d'une méchanceté sans nom. Vous pensez qu'au moment où il se juge, alors qu'il est content de faire le mal, il va avoir quelques scrupules à l'avoir fait? Absolument pas. Donc, ce que je trouve étrange chez Emmanuel Kant, c'est qu'on puisse être juge et partie à la fois. En gros, dans l'histoire de la transgression, il faut qu'il y ait quelqu'un qui transgresse, quelqu'un ou un objet qui soit convoité et qui soit l'objet de la transgression, mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui juge qu'il y ait eu transgression. Parce que sinon, il y a une phrase magnifique de Saint-Exupéry, il dit « Je serai à moi-même mon propre témoin ». C'est extraordinaire, ça. Vous devriez faire de cette phrase, la phrase, je ne sais pas moi, totem au-dessus de votre lit. « Je serai à moi-même mon propre témoin ». Ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'assentiment des autres. Ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'on me dise « c'est bien ». J'ai juste besoin, moi, de me dire qu'au moment où je l'ai fait avec conviction, avec envie, avec application. Et je suis mon propre témoin. Combien de fois, mesdames, vous allez vous reconnaître, vous avez demandé à votre mari de passer l'aspirateur? Combien de fois il oublie de tirer la porte et de faire derrière la porte? Il fait que les contours. Voilà. Et il vous dit, mais chérie, j'ai passé l'aspirateur. Et nous, avec notre esprit complètement tordu, la première chose que nous faisons, nous allons voir dans les recoins. Et là, bien évidemment, ils sont pris au piège. Et c'est là qu'on leur dit, mais non, tu ne l'as pas fait comme il faut. Alors pour eux, on est pénible, bien évidemment, et je conçois qu'on peut l'être, pas toutes, mais certaines. Et de l'autre côté, on sait très bien, ou celui qui l'a fait, sait très bien qu'en le faisant, il s'est dit, je n'ai pas envie d'être embêté, en gros, je le fais. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon compromis. C'est fait, mais c'est mal fait. Donc, quand Saint-Exupéry nous dit « je serai à moi-même mon propre témoin », ça ne veut pas dire que je suis mon juge, ça veut dire simplement que je suis témoin de ce que je fais et de la portée qu'ont mes actes. À partir de ce moment-là, je suis témoin que je transgresse. Je veux dire, tout à l'heure, il y a eu l'exemple de « si je passe par-dessus le portique dans le métro, je sais que je transgresse ». Donc après, quand on me dit « pas vu, pas pris », enfin « pas vu, pas pris », oui, mais si je suis pris, je ne peux pas imputer la faute à quelqu'un d'autre. Je vais dire, excusez-moi, oui, effectivement, alors là, vous pouvez trouver tous les prétextes que vous voulez. Et là, on entre dans le personnage de type sartrien. Vous vous rappelez de Sartre? Ah, il faut lire L'être le néant. Bon, c'est un peu dur, L'être le néant. Mais si vous voulez vous simplifier la tâche, vous lisez de la page 303 à la page 309. Et vous avez tout. Page 303, page 309, vous avez un épisode absolument extraordinaire. Il vous dit, c'est pas quand des yeux vous regardent que vous voyez s'ils sont beaux ou laids. Je me suis jamais demandé si des yeux étaient laids, moi. J'ai trouvé vitreux, jauni peut-être, mais laid, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais malgré tout, c'est ce qu'en dit Sartre. Là où il me rend intéressant l'exemple, c'est que pour lui, il faut qu'à un moment donné, l'acte soit conscientisé. C'est ce que nous disions. Nous avons amené au cœur du débat la conscience. Sartre nous dit, je viens de commettre un geste maladroit. Voilà. Et il dit, il ne me colle pas. C'est comme un mauvais portrait de moi. Alors vous allez au photomaton, quand vous voyez votre tête, vous avez compris que c'est... Vous demandez d'ailleurs si c'est vous. Voilà. Eh bien, Sartre nous la joue comme ça. Alors, quel est ce geste maladroit? Exemple, il vient de regarder par le trou de la serrure. Donc, vous imaginez. En soi, regarder par le trou de la serrure, c'est pas grave, on l'a tous plus ou moins fait, non?
Non, bah, moi je l'ai fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut s'interroger. Imaginons que je regarde par le trou de la serrure, quelqu'un arrive et me voit. Je deviens donc objet pour autrui, puisqu'il me regarde, il m'objectivise. Là, je me dis, mince, même si j'essaye de prendre la posture de l'Indien devant la porte, on ne va pas me croire. Donc là, je suis bien obligée de me redresser, gênée de cet acte qui, comme dit, ne me colle pas. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir invoquer? Parce que quelque part, si l'autre me dit, mais comment vous regardez par le trou de la serrure, je ne peux pas dire non, il vient de me surprendre. Donc je suis obligée de dire oui. Mais surtout, ça commence par la honte. Pourquoi j'ai honte? Parce qu'à ce moment-là, dans la tête de l'autre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Alors, est-ce qu'elle est trop timide? Elle n'a pas osé taper à la porte pour qu'on lui réponde et qu'elle entre pour savoir qui y avait dedans. Bon, ou derrière plutôt. Soit une voyeuse. Il y a quelqu'un qui se déshabille, mais elle est là, elle regarde. Bon. Vous savez que le comble de voyeur, c'est qu'il est toujours là parce qu'il ne voit jamais rien. Hein. Vous savez, au moment où la personne doit se déshabiller, elle change de pièce. Hein. Voilà. Mesdames, vous savez ce que c'est quand même. Vous avez essayé de temps en temps de regarder le beau voisin qui rentre chez lui et qui passe dans la salle de bain, pile au moment où ça a commencé à devenir intéressant. Donc voilà, le comble du voyeur, c'est qu'il n'a jamais rien vu, c'est pour ça qu'il sera au rendez-vous. Ça, c'est de la transgression aussi. Parce que c'est... voir, c'est pas forcément faire, vous voyez, donc on peut jouer sur les choses. Hein. Bon. En dehors de ça, on regarde par le trou de la serrure. Donc, soit on est le voyeur, soit on est trop timide, soit quelque part, eh bien, on a voulu espionner. Tiens, qui y a derrière? Qui discute et avec qui? Donc, vous voyez, toutes les choses sont envisageables. Et Sartre dit, j'ai honte de la manière dont autrui me voit. La manière dont autrui me voit. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en voiture, vous vous énervez tout seul, vous êtes des bras d'honneur et tout ça, et puis vous avez votre patron dans la voiture d'à côté. Oh ben mince. Et là, vous ne pouvez pas lui dire, non, non, mais ça m'arrive jamais de m'énerver, je ne suis pas vulgaire, alors que vous avez vu faire des bras d'honneur, hurler, machin. Ça veut dire que pour l'autre, au moment où il vous voit, vous êtes tel qu'il vous voit. Donc l'acte de transgression pour Sartre commence par un acte d'une conscience qui a conscience de ce qu'elle fait parce que l'autre l'a vu faire. Si l'autre ne l'avait pas vu faire, il n'aurait pas pu avoir cette conscience-là. Et on est dans un rapport d'intersubjectivité des consciences. Ça doit beaucoup vous parler. Que dit Merleau-Ponty? Je monte dans le train, je m'assois face au voyageur. Il me regarde, je le regarde. Au moment où nous nous regardons, il n'a pas fait un seul geste. Il n'a pas tout sauté. Il ne m'a pas regardé. Rien. Et là, je me dis, alors c'est Merleau-Ponty qui parle, hein, il dit, nous sommes, lui et moi, comme deux chiens de faïence. Vous savez qu'à l'époque, ils étaient en faïence, posés dans la vitrine et ça ne bougeait plus. Donc, paf, deux chiens de faïence. Et il dit, rien ne me prouve que nous participons du même monde. Et oui, en effet, rien ne me prouve que nous participons du même monde. Mais il dit, il suffit qu'ils se mettent à tout sauter, à avoir un geste d'agacement, qu'il commence à remettre un peu son par-dessus, ou qu'il, je sais pas, tourne la tête pour regarder par la fenêtre, et je comprends qu'il vient d'utiliser un ensemble de gestuels ou de signes que j'utilise aussi. Et ça y est, il vient de rompre avec un silence qui ne signifiait rien. Qui ne signifie rien. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il fait quelque chose qui, par analogie, pourrait être interprété par moi, nous venons d'entrer dans le même monde de communication. Bergson va plus loin, et il dit... Alors là, c'est dans La pensée et le mouvant, c'est au 3e chapitre. Et il dit, lorsque je me trouve dans une salle d'attente, quelqu'un peut être en face de moi. Et dans les salles d'attente, souvent les gens ont plus ou moins peur des diagnostics, ou bon, ils ne sont pas très bien, donc ils ont besoin de discuter un peu. Et il dit qu'à un moment donné, les gens vont utiliser le langage exclusivement pour montrer qu'ils participent d'un monde. Et en même temps, parce que ça les rassure. Et il dit... Parce que la conscience veut rompre avec l'indiscrétion du silence. Elle veut rompre avec l'indiscrétion du silence. Il y a des silences lourds, pesants et indiscrets. Et encore plus quand l'autre vous fixe sur certaines parties de votre anatomie, qu'il est face à vous et que vous ne savez plus où vous mettre parce que la salle est quand même relativement restreinte. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de mise en œuvre de la conscience qui est particulière. L'homme est un être de culture. Un être de culture dont la culture procède par interdit. Depuis qu'on est petit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne mets pas ton coude sur la table.
Alors, on ne peut pas en mangeant. Donc il faut se mettre droit. On ne met pas les doigts dans son nez. Enfin, bon, bref. On n'agit pas comme ça, on ne parle pas comme ça, etc. On procède par interdit. Au fur et à mesure qu'on procède par interdit, on crée, en fin de compte, la sphère de ce qui est autorisé. Et à partir de ce moment-là, on devient, en dépassant le stade transcendant qu'avait posé Kant, on devient l'être autonome. C'est quand on intègre toutes les interdictions et qu'on se trouve libre dans le seul champ d'action qu'on nous a encore laissé. Ça veut dire que l'homme est le seul animal, je pèse bien les mots, hein, l'homme est le seul animal qui a conscience de sa nature, mais qui en même temps refuse la naturalité de ses besoins. Voilà. Vous voyez ? L'homme a inventé l'amour, il vous compte fleurette, mesdames, enfin de moins en moins, maintenant c'est le texto « je te kiffe ». On préfère la poésie quand même, il faut leur dire de temps en temps. L'homme a inventé le discours amoureux et la femme a inventé la parure, tout ce qui va bien, parce qu'à un moment donné, on a anobli l'instinct de reproduction en faisant un désir amoureux et quelque chose qui nous amenait à nous rencontrer différemment. La naturalité des besoins est toujours niée, parce que quelque part, l'homme veut suspendre ses instincts. Nous ne voulons plus être l'homme de l'instinct, ce qui fait que nous sommes tellement coupés maintenant de la nature que nous ne savons plus ce qu'est l'être naturel qui est en nous, et que nous sommes entrés dans la phase de l'être artificiel qui va le devenir de plus en plus, puisque nous entrons dans le transhumain, le cyborg, l'homme de demain. Mais surtout, ce qui nous interpelle, c'est que les fonctions de l'homme au cœur même de la cité ont changé symboliquement. C'est-à-dire que les pensées sont devenues conscientisées et les actes sont devenus des actes de réflexion. Aujourd'hui, on condamne tout ce qui pourrait être spontané, irréfléchi, comment dire, presque incontrôlé. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut plus se mettre en colère. Essayez de vous mettre en colère dans l'emploi, vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette caractérielle? Essayez peut-être d'être un peu trop, comment dire, trop joyeux ou trop enthousiaste, on va dire mais qu'est-ce que c'est que cette ahurie? Vous voyez, on est toujours dans une espèce de rapport contenu à soi. 5 minutes, c'est parfait, j'y suis. Et donc, on se rend compte que cette suspension des instincts, ce rapport au conscient qui change complètement le rapport à notre propre nature, fait qu'à un moment donné, la transgression devient l'expression de l'humanité. Je transgresse parce que je suis humain, pas parce que je suis un animal. Je transgresse parce que, comme dirait Nietzsche, ecce homo, je ne suis qu'un homme. Voilà. Enfin, moi, je suis une femme, je suis un peu au-dessus, vous avez compris? En plus, je suis philosophe. Mais en dehors de ça et en dehors de la plaisanterie, ecce homo, ça veut dire je suis l'être fragile. Je suis l'être d'émotion. Je suis l'être de mes affects. Je suis l'être construit par ma culture et ma civilisation. Je suis l'être qui doit, dans la société, en quelque sorte, trouver son épanouissement en entrant dans une forme de conformité. Ce qui veut dire que les limites, on l'avait bien dit, de la transgression, c'était soit le mal, quand on fait quelque chose avec une mauvaise intention. La limite de la transgression, c'est la loi, ou c'est le législateur. La limite de la transgression, c'est autrui, et c'est aussi peut-être ce qui m'amène aux limites de la, du mensonge pour aller vers la vérité. Et là, maintenant, on va dire que le problème de la limite de la transgression, c'est la souffrance. Parce que nous nous rendons compte que là où on doit combattre nos instincts, vivre va plus vite que penser. Parfois, la vie me surprend. Parfois, je suis émue des choses et je ne peux pas le montrer, je ne peux pas le dire. Parfois, je suis dans une situation où je me dois d'être entre deux mondes. Un monde du contenu, la femme qui, en fin de compte, se présente devant vous avec le statut de la philosophe et qui bataille beaucoup parce qu'il y a quelques philosophes qui n'ont pas d'humour, vous le savez. Et puis, en même temps, sous le couvert du sérieux, être capable d'avoir cette fragilité et ce qui nous détermine. La souffrance va être la clé de tout. Parce qu'au bout du compte, je crois que dans la cité, ça sera ma conclusion, pour le mauvais aspect, demain on fera la suite, il y a 2 modes d'expression, selon moi, de la transgression sociale. La première, pour revenir à Ecce Homo et à Nietzsche, c'est l'érotisme dionysiaque. C'est-à-dire que la débauche, tout ce qui ramène à la déviance ou au comportement particulier dans l'ordre du sexuel,
c'est Dionysos, le fou dansant chez Nietzsche. Eh bien, c'est ce qui renvoie à un érotisme particulier. C'est une manière de transgresser le sexe, en gros. Et la deuxième chose qui pourrait être dans l'ordre de la transgression la plus terrible, parce qu'elle peut rejoindre le crime contre l'humanité, c'est les violences qu'on peut faire aux populations ou qu'on peut faire aux personnes fragiles, notamment lorsqu'on entre dans une guerre civile, où quelque part tous les coups sont permis et il n'y a plus de législateur. Est-ce que je veux dire? Et on peut voir dans tous les pays les viols, les massacres, mais de tout temps. Hein. Donc c'est des modalités qui existent depuis le début de l'humanité. Et je crois que c'était les deux choses qu'il fallait vraiment retenir dans les transgressions, en dehors de celles que vous allez développer vous, bien entendu, avec vos spécificités, qui, bien entendu, vous l'avez compris, ne sont pas les miennes. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des horreurs et des perversités. Et c'est là que la transgression est terrible. Surtout que si on réfléchit, l'homme, c'est-à-dire l'homme de nos civilisations, j'ai envie de dire l'homme occidental, en gros, c'est celui qui va faire l'expérience tout le long de sa vie, 1, de la loi, 2, d'un système de valeurs, il ne faut pas mentir, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que la réalité lui présente autre chose, et qu'il se rend compte qu'on ne lui autorise pas la transgression, mais on ne lui autorise pas la violence non plus. Et que parfois, une colère qui peut sembler être une violence, c'est aussi une manière de faire sortir quelque chose qui peut se travestir autrement et prendre l'allure d'une perversité. Voilà, je pense que j'ai un peu dégrossi les mauvais aspects, on va dire, de la transgression, et je continuerai donc demain avec l'aspect un peu plus positif de cette transgression. Merci pour votre attention. La salle a la parole, des questions. Ah, les questions. 10 minutes de questions. Ah mince alors. J'ai pensé me sauver. Voilà, Jean-Louis a le micro. Jean-Louis, là-bas. Voilà, vous avez 10 minutes de questions et 5 minutes pour souffler parce que M. Pombreau est arrivé. Donc il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Guy Le Sœur, psychanalyste. J'ai été très intéressé par votre exposé, remarquable, merci. J'ai juste une question sur l'éthique du prince machiavélique, parce qu'on a sorti bien sûr un adjectif pour qualifier ce qu'aurait fait Machiavel, mais le mot machiavélique est quand même porteur d'autres choses. Et ma question, elle est sur cette éthique où tous les coups seraient permis pour le gouvernant, le gouverneur, je ne sais pas comment vous l'appelez, le prince. Le prince, oui. Et voilà, donc c'est simple, l'éthique. Que devient l'éthique? Alors pour lui, l'éthique, c'est l'efficacité. Et par exemple, il dit que le politique sera au-dessus de la morale. Et le politique pourra user de la raison d'État, y compris du secret d'État, dans la mesure où ce sera pour le bien des citoyens. Là où ça devient une corruption, c'est s'il y a un secret d'État qui cacherait ou dissimulerait quelque chose qui relèverait de l'intérêt personnel, utiliser des deniers de l'État pour des fins propres, par exemple, et qui, en fin de compte, desservirait la cause commune. Donc, quand on parle de machiavélique, en réalité, c'est un mot qu'on a créé au XIXe siècle. Machiavel, c'est fin 15e, début 16e, et on parle de machiavélien. C'est-à-dire que chez Machiavel, on n'est pas avec le machiavélique, au sens de la ruse cruelle, qui porte le vice, etc. etc. Ça, c'est des dérives du langage ou du concept. Et Machiavel, en réalité, c'est celui qui veut mettre l'État au-dessus de la loi religieuse. C'est le premier penseur réel de la laïcité. Et c'est celui qui pense en premier lieu la politique de l'État moderne. Voilà. L'État moderne, c'est ça. Un politique fort, puissant, ses arcanes, les arcanes, on l'a compris, c'est la justice, la police et l'armée. Et à partir de ces arcanes-là, eh bien, il va organiser son gouvernement, parce qu'on est dans un gouvernement moderne. Mais lui, il détient le pouvoir et il l'a de manière absolue. Voilà. C'est ce que reprendra en gros un peu plus tard Louis XIV dans sa politique, où il s'entourera de deux seuls politiciens qui seront aussi... Alors je ne parle pas de Colbert le financier, mais je parle de deux politiques qui auront été aussi ses généraux des armées, Louvois et Letellier, qui sont chargés de faire régner la justice ici et ailleurs en son nom. Donc c'est vraiment le rapport voilà, d'une souveraineté qui se doit d'être efficace.
Oui, bonjour, Jeanne Ponceau, psychopraticien. Je voulais savoir si pour vous la servitude volontaire était juste le contraire de la non-transgression, si vous y voyez quelques nuances. La servitude volontaire, en dehors de Bossuet, c'est quelque chose qui renvoie à l'assentiment. Voilà. C'est-à-dire que se soumettre volontairement, c'est accepter en quelque sorte de ne pas être le complice de l'esclavagisme qu'on veut nous imposer. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai abordé la double question de la liberté. Tant qu'on me dit tu dois ou tu dois pas, je suis celui qui se trouve dans une situation qui dispose encore d'un libre arbitre de quelque chose qui lui appartient. Et en même temps, si j'ai intérêt à vivre en société, et si je ne veux pas vivre exclu, comme dirait Aristote, comme une brute à l'extérieur de ma cité, il vaut mieux que j'intègre cette servitude volontaire. Mais en même temps, j'ai parlé d'Alain, il me faut aussi savoir désobéir, parce que je ne peux pas être esclave de quelque chose qui ne me correspondrait pas. Et ça peut très bien entrer dans l'ordre de la coutume. On pourrait très bien dire, comme on l'a dit pendant des années, que les femmes n'avaient pas un droit de vote, c'était coutumier. On pourrait très bien dire que je ne peux pas porter le pantalon et que je pourrais dire je me rebelle contre ça. Comme on pourrait m'imposer de porter un voile ou autre. Si je ne l'ai pas décidé par moi-même, par conviction ou par amour de Dieu, je n'ai pas à le porter sous prétexte que quelqu'un veut que je le fasse. C'est-à-dire que je refuse la servitude et je serai justement dans la rébellion volontaire cette fois-ci. Donc la différence, elle est là, entre le consentement et ce qui va être de l'ordre de l'imposer. Voilà, il me semble. Quel silence! Bonjour, François Lebin. J'ai apprécié que vous disiez que le fait qu'on puisse transgresser, c'est une dimension humaine. Effectivement, les poissons ne transgressent pas leur nature. Mais j'ai été surpris que vous opposiez d'une certaine manière la nature avec la loi. Dans notre société, qui est une société où il pondent 20 000 pages de loi en France par an, on est dans un chaos total, mais il y a des sociétés où justement la nature est respectée. On a les Pogis, ces sociétés, par exemple au Ladakh, j'avais vu un reportage, il n'y avait pas eu un seul meurtre de mémoire longue. Dans les sociétés où, comme la nature est respectée, il y a une non-transgression parce qu'il n'y a pas justement d'obligation légale de faire ou de ne pas faire. Donc ce sont des sociétés non violentes, respectueuses, avec liberté totale. Et ce n'est pas le mythe de l'Indien heureux, ce sont des études tout à fait concrètes. Donc je suis étonné de cette... On a une vision psychanalyste où le mal, le ça doit être comprimé par le surmoi, mais les études actuelles montrent que quand la relation enfant-parent est respectée, enfant-mère, on a en vérité, au fond de l'être humain, un respect absolu de l'autre, qui n'est pas légal, mais qui est essentiel. Alors je ne sais pas quelle est votre réponse à ça. Alors déjà, dans la construction, il me semble, du sujet, il y a le rapport à l'autre. Hein. On se positionne par rapport à l'autre. Donc, il y a une intersubjectivité des consciences. Il y a des lieux où ça peut aller de soi, mais il y a des lieux où ça ne va pas de soi. Il n'y a qu'à voir les sociétés dans lesquelles nous vivons, les problèmes internes aux familles, les querelles entre les individus, les relations qui tacitement contiennent leurs conflits, il y en a partout. Bon. Par contre, pour revenir à cette idée d'un état de nature dont vous me parlez, parce qu'il s'agit bien de cela. En philosophie, pour nous, l'état de nature est un état fictif. C'est-à-dire c'est un moment où on imagine l'homme avant qu'il y ait la loi et avant qu'il y ait une organisation. Et là, on estime qu'on vit selon le droit de nature. Le droit de nature, en philosophie politique, ça sous-entend que chacun vit selon les règles de sa propre nature et rien n'est interdit. Alors, il y a des philosophes qui ont dit que quand rien n'est interdit, les hommes vivent raisonnablement, s'entendent, s'associent et s'entraident. Et il y a à l'inverse ceux, comme Hobbes, qui ont dit que l'égalité devant les choses, comme on n'en a pas assez pour tout le monde, eh bien on va se disputer pour les acquérir, et que donc, petit à petit, ça va se dégrader, il va y avoir des conflits, etc., de la convoitise, de la jalousie, et il y aura donc un état de nature qui va devenir un état de guerre de tous contre tous. Donc vous voyez, en philosophie, on a posé ces nuances-là.
Ensuite, parce que j'ai bien compris votre question, vous voulez rentrer plutôt dans le sens de l'homme, dans la conquête de l'homme par l'homme, c'est-à-dire dans une anthropologie, où on remettrait l'homme au cœur même de sa construction et de sa construction sociale. Weber avait dit que c'est possible dans les petites sociétés, c'est-à-dire peut-être dans des petites tribus ou dans des lieux où on peut vivre encore d'un troc ou d'un certain échange. Et là, on vit plus selon les règles de la cité, parce qu'on est dans des cités non étatiques. Donc il n'y a pas la loi au sens premier du terme, vous l'avez très bien dit. Mais par contre, vivre selon ce manquement à la loi en tant que loi politique ramène quand même à l'idée qu'il y a des règles pour vivre dans la collectivité. Et quand j'avais parlé tout à l'heure du médiateur et quand j'ai parlé des relations qui se réglaient comme ça entre individus, ça veut dire qu'on entrait dans les règles des lois de nature qui rejoignent la physis, c'est-à-dire la nature en grec, et qui fait qu'on vit conformément à sa propre nature et conformément à la nature dans laquelle nous vivons, parce qu'elle possède en elle et en soi sa propre sagesse. Mais si vous lisez Rousseau, qui vous parle de l'état de nature, ou d'ailleurs, je vous parle de Rousseau parce que personne n'a compris Rousseau. Les gens s'imaginent que l'état de nature chez Rousseau, c'est un état dans lequel les hommes vivent en corrélation avec la nature. Tiens, je vais aller à la pêche, je ramène un peu trop de poissons, vous êtes allés chasser, vous me donnez 1 ou 2 gibiers, on troque, tout va bien. Pour peu qu'on ait été chasser un mammouth, il y a une femme ou 2 qui savent coudre, elles vont découper la peau, elles vont faire un peu des vêtements, et puis on va se parer le visage de plumes, on va se peinturer et on va être heureux. Et il dit, tant que les hommes se contentèrent de cabanes rustiques, ils vécurent libres, sains et heureux. Mais, et il parle du moment où il y aura la propriété privée, qui va engendrer qu'il y en a un qui va vouloir, et puis les autres seront en quelque sorte mis à l'index. Donc vous voyez, il pose des limites lui-même en posant une transgression qu'il révèle être la loi, et tous les autres finalement seront victimes de cet homme-là. Mais ce qu'on oublie, c'est le premier état de nature, parce que les gens ne lisent pas le discours sur l'inégalité parmi les hommes, ils ne lisent que le contrat social, et qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme a commencé par deux sentiments. Un, c'est l'amour de soi, je m'aime. Je m'aime tellement qu'il faut que je trouve une femelle, Rousseau il ne parle pas de femme, il parle de femelle, pour pouvoir m'accoupler et avoir ma progéniture. Et le deuxième sentiment que j'aurai, c'est comme ma progéniture, elle peut être en danger, eh bien il va falloir, quand elle souffre, que j'ai un peu pitié, pour accepter de m'acoquiner avec une autre famille pour former le clan, puis le village, et vivre selon le troc. Ce qui veut dire que l'état de nature, pour Rousseau, est un état de nature supposé mais utopique. Et que les conflits dans l'état de nature, quand la norme de la loi traditionnelle n'existe pas, se manifestent autrement par le droit coutumier ou par l'expression coutumière de ce que nous sommes. Et croire que tout se passe toujours très bien et que tous les conflits sont résolus par la bonne entente et l'aspect raisonnable des individus, pour Rousseau, c'est impossible. Et malheureusement, moi je suis philosophe, mais j'ai aussi du mal à penser que ce soit vraiment possible sans qu'il y ait une sorte de possibilité de la sanction. Mais si on l'imaginait malgré tout, on se rend compte que par obligation, par besoin, parce qu'on a besoin de faire quelque chose ensemble, comme les oiseaux doivent migrer pour pouvoir arriver au bout dans le pays, sinon s'ils voyageaient seuls, ils seraient peut-être éliminés en cours de route, eh bien c'est utile de l'envisager, mais ce n'est pas le 3/4 des sociétés dans lesquelles nous vivons. Si j'ai répondu à votre question, j'espère, parce que c'était quand même compliqué. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre attention.